Nouvelle édition du 12-15, merci de nous rejoindre, bienvenue au sommaire de l'actualité, apporter des solutions face au déficit d'infrastructures de l'Afrique, la mission de la Société financière africaine engagée sur ce sujet depuis 15 ans. La question de la transition énergétique est l'un des axes prioritaires de cette institution. Le réchauffement climatique fait peser des menaces croissantes sur le Tchad avec un impact important sur le secteur agricole mis à rude épreuve par la sécheresse. La dynamique interne des écosystèmes forestiers sous l'effet du réchauffement climatique, conséquence, un massif forestier en forte baisse, environ 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année sur le continent africain. Mais tout d'abord, l'actualité au Soudan du Sud, actualité éminemment politique avec une avancée majeure de l'accord de paix signé il y a 4 ans. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar sont finalement tombés d'accord sur le principe de la création d'une armée unifiée. C'est l'un des points clés de l'accord de 2018, mais sur lequel les négociations peinaient à avancer jusqu'à dimanche 3 avril, lors de nouvelles négociations qui ont donc abouti à la signature d'un accord militaire entre le chef de l'État et son vice-président, un accord qui prévoit que 60% des postes de commandement reviennent au camp du premier et les 40% restants à l'opposition. Ce 4 avril marque les 62 ans de l'indépendance du Sénégal. Dans une allocution prononcée la veille de cette fête nationale, le chef de l'État Macky Sall a axé son message sur la situation économique du pays, marquée par une flambée des prix des produits alimentaires, situation très éprouvante pour les Sénégalais, surtout en cette période de Ramadan. Le chef de l'État lie cette hausse des prix à la conjoncture internationale marquée par l'offensive russe en Ukraine. À eux deux, la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations de blé mondial. Et dans sa prise de parole, le chef de l'État sénégalais a indiqué avoir baissé les prix des produits alimentaires et augmenté la subvention du riz produit localement. Depuis 2007, la Société financière africaine s'affiche comme étant l'un des acteurs agissant en faveur du développement des infrastructures en Afrique. L'institution financière multilatérale est notamment engagée sur la question du développement des infrastructures qui pourraient permettre au continent d'amorcer le virage vers les énergies renouvelables. L'institution annonce avoir consacré ces 15 dernières années à ce secteur, entre autres 10 milliards de dollars. Nathalie Moore. L'Africa Finance Corporation célèbre son 15e anniversaire en 2022, occasion de mettre en lumière le financement de la transition énergétique en Afrique. L'institution financière panafricaine a déployé plus de 10 milliards de dollars pour le développement d'infrastructures de production d'énergie propre sur le continent depuis 2007. En 2022, nous avons également vu des opportunités pour le continent africain, en particulier dans le domaine de l'énergie et de la transition verte. Tout cela exige de notre part de déployer des efforts pour assurer le développement et la transition énergétique au bénéfice de tous les citoyens. Il existe pour l'Afrique de véritables opportunités dans le secteur des énergies vertes, dérivées du gaz, du cobalt et du lithium notamment. La chaîne de valeur des batteries électriques représente un marché d'1,7 milliard de dollars dans le monde. Les produire localement en République démocratique du Congo, principal producteur de cobalt sur le continent, présente des avantages tant sur la baisse des coûts de production que sur la création des emplois. Et en fait, il reviendrait à 30% moins cher de produire des batteries électriques au Congo par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Nous nous demandons donc pourquoi nous ne le ferions pas, étant donné que nous disposons de la matière première. L'intégration des projets de transition énergétique est l'un des principaux défis actuels de l'Afrique. Selon l'Africa Finance Corporation, les grands développeurs d'énergie renouvelable voient l'Afrique comme un marché fragmenté où ils ne peuvent pas construire un projet à actif unique de 500 MW. Pourtant, le continent a besoin d'un investissement annuel de 70 milliards de dollars jusqu'en 2030 pour financer la transition vers une énergie propre.
La quasi-totalité des entreprises de gestion de capital investissement de la zone économique et monétaire ouest-africaine sont domiciliées à l'étranger. La quasi-totalité des sociétés, car les régulateurs parlent de 90% d'entre elles. Les régulateurs et autres acteurs exhortent alors les autorités à améliorer le cadre réglementaire afin de favoriser les financements. Amenedji. Un état des lieux fait à Dakar lors de l'atelier de validation des projets de test sur le cadre réglementaire de l'industrie financière renseigne que 90% des acteurs de la sous-région qui évoluent dans le secteur du capital investissement dans la zone UMOA ont domicilié leurs sociétés de gestion et leurs fonds hors de la zone communautaire. À cet effet, les acteurs comptent relancer la stratégie de financement au bénéfice des États, du secteur privé et des petites et moyennes entreprises. Il faut déjà comprendre que deux raisons peuvent justifier aujourd'hui l'externalisation des opérations de ces sociétés d'investissement, évidemment à l'étranger, essentiellement pour des raisons d'ordre fiscal. Nous avons une forte pression fiscale dans notre zone, même si la directive de l'UEMOA a quasiment moins de 17% de produits intérieurs bruts. La deuxième raison est que ces sociétés d'investissement s'installent à l'étranger pour pouvoir lever des capitaux, des volumes très importants. Selon les acteurs, le cadre réglementaire de l'industrie financière ne permet pas l'essor économique de la zone ouest africaine, même si le capital investissement se positionne comme une procédure pourtant utilisée depuis 30 ans en Afrique et qui vient en complément au dispositif de financement déjà existant. La plupart des flux d'investissement que nous constatons, lorsqu'on prend en compte le tableau des emprunts obligataires au cours des 10 dernières années, viennent essentiellement des Africains résidant dans la zone CEMAC, et même dans l'Afrique australe en tant que telle. Et le risque politique reste très élevé en raison de l'instabilité politique et sécuritaire dans notre zone ouest africaine en tant que telle. Donc voilà autant de raisons juste à poser les unes avec les autres qui peuvent justifier aujourd'hui la relocalisation de ces entités vers des plateformes internationales en vue de mobiliser des investissements plus attractifs à des taux d'intérêt raisonnables. Pour le développement de l'industrie du capital investissement dans la zone UMOA, les acteurs exigent des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de l'activité de gestion pour rendre le secteur attractif. Toutefois, selon les responsables d'organisations communautaires, cette application serait difficile dans la mesure où le déficit budgétaire au niveau de l'UMOA est estimé à 5%. Une situation qui demeure toujours aussi dramatique. Il s'agit de la question de la pauvreté sur le continent africain où 40% de la population, soit plus de 400 millions de personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1,90 $ par jour, un fléau qui persiste et les femmes figurent parmi les populations les plus touchées. Marie-Raphaël Antolo. Alors que de nombreuses alertes sont lancées à travers le monde pour rehausser la valeur de la gente féminine, elle reste confrontée à de nombreux défis, tant sur le plan naturel que sur le plan social. D'après les Nations Unies, sur 1,3 milliard de personnes vivant dans des conditions de pauvreté, 70% sont des femmes. Dans les régions urbaines, 40% des ménages les plus pauvres ont une femme pour chef de famille, alors que les femmes jouent un rôle clé dans la production alimentaire mondiale. Aujourd'hui, parler pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, c'est important parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on parle de changement climatique, les femmes sont plus vulnérables, les enfants. Nous avons également que les femmes, ils participent à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur de la pêche, par exemple. Exemple de la petite côte, les femmes vivant dans les îles du Saloum sont plus vulnérables au changement climatique. Pour l'Union africaine, ces conditions de vie précaires chez les femmes sont le plus souvent causées par les conditions climatiques extrêmes comme les périodes de sécheresse et les inondations qui réduisent le temps de travail pour garantir leurs moyens de subsistance. Ceci, d'après l'institution, leur laisse moins de temps pour se consacrer à la formation et pouvoir à long terme percevoir un revenu. Si on considère le milieu rural, ce sont des personnes qui vivent beaucoup plus à partir des ressources naturelles. Mais il faut aussi souligner une chose, c'est que ces femmes sont souvent assistées par leurs jeunes filles et dès lors on fait face à un autre problème, celui de la déscolarisation de ces jeunes filles. Selon des observateurs, de nombreuses sociétés africaines sont régies de telle sorte que les responsabilités dédiées aux femmes ne leur permettent pas réellement d'émigrer, de chercher un refuge dans d'autres lieux ou de rechercher un emploi lorsqu'une catastrophe survient. Par ailleurs, cette situation de vulnérabilité causée par les changements climatiques soumet certaines femmes africaines, notamment celles dans les zones rurales, à des intimidations sexuelles et au mariage forcé. Le Tchad est l'un des pays parmi les plus vulnérables au changement climatique, un fléau qui provoque la détresse notamment des agriculteurs, car faisant face à la sécheresse, une sécheresse qui décime les récoltes et qui fait craindre une explosion
de l'insécurité alimentaire. Reportage entre correspondants au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, les paysans se plaignent de la chute drastique de leur récolte saisonnière à cause des faibles pluviométries. Pour les aider à s'adapter à ce phénomène, le programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques organise une vaste campagne de partage d'informations au profit des acteurs ruraux. L'objectif est de recenser les doléances des producteurs et des entrepreneurs ruraux afin de les aviser sur les mécanismes d'accompagnement. Nous sommes une coopérative des femmes et nos activités agricoles subissent énormément les effets du changement climatique et de la pandémie de Covid-19. Nous sommes venus nous renseigner sur le programme et la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Nous espérons avoir de l'aide pour continuer avec nos productions. L'avancée du désert et de l'érosion du sol causée par la dégradation de l'environnement dans certaines régions du pays menace les terres agricoles et les espaces de pâturage. Un phénomène qui entraîne des conflits intercommunautaires dans le monde rural. Une situation que le programme SD3C veut prévenir en misant sur une approche humanitaire et développement des activités génératrices de revenus pour les couches vulnérables. Les initiatives du programme seront adressées prioritairement aux exploitations agricoles familiales, aux petits producteurs et éleveurs à faible revenu vulnérables et exposés au risque de décapitalisation et aux crises climatiques, économiques, sanitaires et de conflits. Il s'adressera également aux organisations de producteurs, d'agro-éleveurs pastoraux, ainsi que leurs réseaux régionaux. Pour rappel, ce programme financé à hauteur de 25 millions de dollars est mis en œuvre au Tchad sous la coordination du projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales, familiales et résilience au profit de 11 000 ménages répartis sur plusieurs provinces. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. On estime par exemple que le couvert forestier de la République démocratique du Congo est passé de 67% à 54% du territoire entre 2003 et 2018. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des négociations internationales sur l'environnement. Samantha Sabero-Sabubanga. Avec une superficie d'environ 180 millions d'hectares, le bassin du Congo abrite le deuxième plus grand massif forestier du monde. Véritable refuge de biodiversité et puits de carbone, le bassin du Congo est aujourd'hui menacé par la déforestation, l'orpaillage et autres activités humaines. La société civile, à travers l'organisation Field Legality Advisory Group, a mis sur pied un index du suivi environnemental dans le bassin du Congo. L'index est un outil essentiellement qui vise à mesurer les performances des organisations de la société civile dans les actions de suivi de la gestion des ressources naturelles. Il a pour but de mettre en lumière des éléments qui favorisent ou qui empêchent cette action-là d'être plus efficace. L'index du suivi environnemental du bassin du Congo 2019-2020 était axé sur la gestion des ressources forestières du Cameroun. Face à l'ampleur de la dégradation du couvert végétal du bassin du Congo, l'étude s'est étendue sur tout le massif forestier du bassin du Congo. En 2020, le bassin a perdu plus de 600 000 hectares de forêt primaire, soit une hausse de 9% par rapport à 2019, selon les récentes données de l'Université de Maryland. Lorsqu'une action ou une alerte est produite dans un espace qui n'a pas vocation à accueillir l'activité concernée, immédiatement les organisations peuvent tirer la sonnette d'alarme et la tirer suffisamment fort pour que l'action soit immédiatement arrêtée. Réalisé avec l'appui financier de l'Union européenne, l'index du suivi environnemental du bassin du Congo 2019-2021 met en lumière les activités de la société civile dans le cadre de la protection et la préservation de la nature. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.